Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Parcours Time. Aujourd'hui, on reçoit une personne de des moindres qui va nous faire part de son parcours, de ses ressentis. Peut-être que tu veux devenir avocat et tu ne sais pas le parcours à suivre, les études à faire pour être avocat. Comme je le disais à l'orée de mes propos, aujourd'hui, on a une invitée sur le plateau de Parcours Time qui va nous parler de son parcours, ses difficultés, le ressenti, son quotidien en tant qu'élève avocat et plein d'autres informations qu'on va ensemble voir. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Bonjour Marika. Bonjour Willy. Bienvenue sur le plateau de Parcours Time. Aujourd'hui, on a décidé. C'est gentil de m'avoir invité. Aujourd'hui, on a décidé de t'inviter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent mille et une questions sur la profession d'avocat. Mais avant la profession d'avocat, il faut que tu nous expliques comment ça se passe, comment on fait en fait pour devenir avocat en terre à terre. Vu qu'il y a plusieurs Africains qui nous regardent. C'est vrai qu'il y aura des Européens qui seront tentés de regarder la vidéo. Mais faut dire qu'on veut essayer de comprendre de manière précise en fait comment on fait pour devenir avocat. D'accord, ok. Bon, je vais commencer par mon parcours. Voilà, donc je m'appelle Marie-Kérène, je suis ivoirienne. J'ai commencé mes études à Abidjan, donc j'étais au collège Notre-Dame du Plateau. Et après mon bac, je suis arrivée en France en première année de droit. Donc voilà, j'ai suivi un parcours classique, rien de bien extraordinaire. J'ai fait une première année, ensuite une licence. Et bon, ça n'a pas été vraiment facile. Je ne peux pas dire que j'ai fait des études brillantes. Non, ce n'était pas le cas. C'était quand même assez difficile. Par exemple, en première année, quand je suis arrivée, je ne comprenais pas le mot jurisprudence. Je ne savais pas ce que jurisprudence voulait dire. Donc, j'ai passé mon temps à réfléchir. Mais en plus, le problème aussi avec les profs, c'est que comme ils ont l'habitude d'enseigner et quand ils prennent des premières années, ça devient c'est comme des automatismes en fait pour eux. Donc, ils te balancent des mots sans prendre le temps d'expliquer. Donc, j'entends jurisprudence, je dis, mais putain. Pardon, ça a été un gros mot. Je dis, mais c'est quoi ce mot en fait? Donc, ça a été pas mal de petites choses comme ça. Et à chaque fois, c'était prendre le temps. C'était beaucoup de travail personnel en fait. Prendre le temps de voir où est-ce que ça ne va pas personnellement et puis bosser quoi. Donc, voilà. Et donc, j'ai fait une licence en droit. Voilà, un master 1 en droit privé général et un master 2 en droit des personnes et de la famille. Mais pourquoi avoir choisi de prendre en fait spécialement un M1 en droit privé général? Parce qu'il y avait plusieurs masters, mais qu'est-ce qui t'a poussé en fait à prendre le M1 droit privé général? Général, c'est très simple. Quand je suis arrivée en première année, dès ma première année en fait, je savais quel master 2 je voulais faire parce que j'ai eu une prof, Madame Nerenk, de première année en droit de la famille. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette femme-là. Donc, je me disais, et à l'époque, elle dirigeait le master de personnes et familles à Toulouse. Donc, je me disais, c'est ce master 2-là que je vais intégrer parce que j'aime ma prof, en fait. Bon, après, entre-temps, elle allait à la retraite. Mais donc, en fait, c'est ce que je voulais faire. Du coup, j'ai suivi un master en droit privé pour me permettre d'accéder au M2 personnes et familles. C'était aussi simple que ça. Donc du coup, vous avez vu, elle a fait un master 1 classique, un master 1 en droit privé et un master 2 en droit des... En tant que je voulais devenir avocate, ça c'était le métier, sans même savoir ce que c'était que d'être avocat, sans même savoir ce que c'était que le droit. C'était ce métier-là que je voulais faire. Donc, en fait, j'avais mon parcours presque déjà tracé. Il me fallait maintenant bosser et puis suivre le chemin que je veux pour arriver à cet objectif-là. Donc, après mon Master 2, c'était clair que je voulais passer l'examen. Et donc, voilà, je me suis inscrite à l'IEJ pour faire la prépa de la fac et ensuite préparer l'examen. Quelles sont les difficultés, en fait, pour intégrer une UEJ? Non, l'IEJ, il n'y a aucune difficulté. C'est que tu t'inscris, c'est l'Institut d'études judiciaires. Tu t'inscris comme tu t'inscrirais en première, ou non, plutôt en deuxième année ou en troisième année, par exemple. Et en fait, c'est la fac qui te prépare en gros à l'examen. C'est la fac, c'est la prépa publique de la fac. Donc, il n'y a pas de modalité vraiment. Une fois que tu as validé, tu as minimum Master 1, parce que pour être avocat, c'est minimum Master 1. Donc, tu as le minimum Master 1. Si tu as un Master 2, ok, tant mieux. Et tu t'inscris à l'IEJ comme ça et tu commences à préparer quoi. Ah d'accord, donc du coup elle s'est inscrite à l'UEJ, elle a passé le concours d'avocat pour passer le concours d'avocat. Donc quelles ont été les difficultés par rapport à ta préparation? Vu qu'on sait que le concours d'avocat, il y a le grand oral et les écrits. Comment tu as préparé tes écrits? Comment tu as préparé ton oral? En gros, on aimerait savoir comment s'est passée en fait la préparation en fait de ton concours. D'accord, ok. Ça a été une année très difficile. Pas que je montre vraiment, c'était une année difficile. Et donc, comme tu as dit, il y a les écrits. Donc, en fait, tu choisis une spécialité. Il y a civil, pénal, affaires. Et je ne sais plus quoi d'autre. International et fiscal. Voilà, donc tu choisis. Bon, moi, j'ai choisi civil.
il y a l'épreuve de procédure qui est rattachée avec. Tu as la note de synthèse qui est un examen commun à tous. Oui. Et il me semble que c'est tout. Et droit des obligations, pardon, qui est commun aussi à tous. Et après, l'oral. Donc, quand j'ai préparé l'examen, bon, comme je disais, c'était difficile. J'ai pris quand même une prépa privée et je conseille de prendre des prépas privées parce que la fac ne prépare pas vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas de cours. D'accord. Donc, il faut faire ses propres cours. Et en fait, ce qu'on faisait en TD, ce qu'on faisait à la fac concrètement, c'était qu'ils nous mettaient des exercices en ligne. Oui. Il fallait préparer, il y avait une correction globale. Donc, tu n'as pas de retour, en fait, sur ton travail personnel. C'est-à-dire que tu fais le cas pratique, d'accord? On te donne la correction. Ok, bon, tu sais que peut-être à la solution, tu t'es peut-être trompé sur la solution, mais tu ne sais pas si au niveau de ton syllogisme, si au niveau de ton raisonnement, tu n'as pas vraiment de retour sur tes copies. Au niveau de la forme, alors? Et du fond Et aussi, du fond, si tu veux, voilà, parce que tu n'as pas vraiment de retour sur ce que tu vaux vraiment. Okay. Par contre, on a quand même, il y a des examens blancs, oui. il y a 3 dans l'année, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment t'évaluer, tu vois. Donc, derrière, c'est beaucoup de travail personnel. Bon, bref, donc du coup, je conseille de prendre des prépas privées. Moi, je n'avais pas prévu dès le départ d'en prendre. Donc, ça fait que financièrement, je ne m'étais pas préparée parce que c'est très, très cher. J'ai des copines qui en ont pris et il faut compter globalement 2000 € pour ça, quoi. Je vois. Donc, comme je me suis prise à la dernière minute, j'ai quand même décidé de prendre une matière à préparer. Donc, j'ai pris procédure civile. Et j'ai pris procédure civile et j'ai pris note de synthèse aussi, pardon. Donc, voilà. Donc, j'ai préparé que ces deux-là. Donc, du coup, comme je disais, à la fac, on ne nous prépare pas vraiment. Donc, il fallait faire ses cours. Donc, moi, ce que je faisais pour avoir mes cours, j'avais acheté, il y a des bouquins collection CRFPA qui te reprennent tout le programme. Donc, tu n'as pas, par exemple, je sais pas, aller chercher un hyper court et à sélectionner telle chose. Ensuite, aller prendre un autre manuel à sélectionner telle chose. Si tu achètes ce manuel-là, tu as tout le programme complet, dedans. Alors. Voilà. Donc, j'avais pris ça en civil. J'avais pris ça en droit des obligations aussi. Donc, voilà, en fait, c'est avec ça que je bossais. Et je faisais pas forcément des fiches, ça dépend. Il y a certaines matières où je le faisais, des matières où je trouvais ça vraiment difficile, ou des chapitres difficiles. Par exemple, en droit des sûretés, j'ai fiché presque tout le droit des sûretés parce que j'avais besoin de m'approprier les mots pour vraiment comprendre ce dont il en ressortait. Bon, ça, c'était la partie cours. Et ensuite, au quotidien, bon, alors déjà, l'examen se passe en septembre. On commence les cours en janvier à la fac. Moi, j'avais commencé à préparer à peu près en novembre par là. Parce que franchement, c'était une année, j'étais stressée et j'avais vraiment peur. Et surtout, j'avais peur de la note de synthèse. Donc, j'avais commencé à préparer la note de synthèse bien avant qu'on ne commence. Et en fait, pour expliquer rapidement, la note de synthèse, c'est une épreuve de 5 heures. Vous avez plein de documents et il faut faire un résumé. C'est pas un résumé en tant que tel, mais en tout cas, il faut faire une synthèse de tous ces documents-là en 5 heures et sur 4 pages. Voilà. Donc, il faut arriver à tout lire, à faire un plan et puis commencer à rédiger. Donc, c'était l'épreuve qui me faisait le plus peur parce que j'en avais jamais fait. À la fac, on n'en fait pas vraiment. Enfin, on n'en fait pas. En tout cas, pour moi, j'avais pas fait. Donc, ça me faisait vraiment peur. Et pour expliquer rapidement, au début, 5 heures ne me suffisaient pas pour tout lire. Quand j'ai commencé à me préparer toute seule, là, j'arrivais pas à tout lire en 5 heures. Donc, je paniquais. Je me disais, mais c'est pas possible si en 5 heures, j'arrive pas à lire. C'est même pas la peine que je me présente à l'examen parce que qu'est-ce que je vais écrire? Et puis bon, en faisant, à force de faire, je suis passée à 4 heures. Je suis passée à 3 heures et enfin, j'ai pu arriver à lire tous les documents en 2 heures et ensuite pouvoir faire le plan et commencer à rédiger. Donc ça, c'était l'une de mes plus grosses peurs aussi. Et après, vraiment, pour parler de ma préparation en général, j'avais un planning de révision. Vu qu'à la fac, on n'avait pas cours tout le temps. Donc, j'avais un planning, c'est-à-dire un calendrier, quoi. Je sais que, par exemple, lundi matin, je fais droit des obligations. De 9 h à midi, je vais en pause. Ensuite, de 13 h à 18 h, je restais vraiment pas tard à la bibliothèque. Je restais jusqu'à 18-19 h parce que moi, je suis pas quelqu'un qui bosse la nuit. Voilà, je bosse pas la nuit, j'aime bosser la journée. Et quand j'arrive chez moi, je sais que j'ai fait mon quota d'études de la journée. Quand je rentre chez moi, le droit, c'est fini, quoi. Je fais carrément autre chose. Mais autre chose vraiment... à côté du droit. Ben, je me dis, je sais pas, je regarde tout et n'importe quoi, des séries, mais je bosse plus quand je suis chez moi. Et en fait, je pense que ça dépend de chacun, comment chacun travaille. Il y en a qui aiment bosser la nuit. Donc, le matin, ils vont dormir et puis ils seront d'attaque le soir. Donc, c'est vraiment comment chacun fonctionne, quoi. Donc, du coup, voilà, j'avais mes petits calendriers.
Et aussi, j'avais une fiche de progression. Donc, j'avais noté tous les chapitres de toutes les matières, de toutes les épreuves au programme. Et à chaque fois que j'avançais, ben, je cochais que, ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça me permettait de voir où j'en suis. Et à chaque fois, je recommençais. Ce qui faisait qu'avant septembre, j'avais déjà vu les cours plusieurs fois, en fait. Parce que j'avais pris le temps de savoir où j'en suis, où ça va pas. Je mettais des petites fiches. Bon, ça, faut revoir. Des petites notes, pardon, sur mon truc. Bon, ça, faut revoir parce que t'es pas au point dessus, etc. Donc, voilà. Bonne organisation, ça. Et comment s'est passé les écrits? Comment tu as vécu les écrits? Et jusqu'à la proclamation des résultats de l'écrit. Juste, j'ai oublié de parler de l'oral. L'oral, pour se préparer, donc bien sûr, il faut se préparer en amont. Il faut vraiment être à fond sur l'actualité. Donc, regarder le journal, s'abonner à toutes les petites pages d'infos sur Facebook, etc. pour aller vite. Consulter des blogs. En tout cas, pour ceux qui vont regarder la vidéo et qui vont le passer, il y a un blog qui est super, qui s'appelle Liberté chérie. Je crois que c'est une prof qui fait ça. Donc, c'est un blog en ligne et qui reprend à chaque fois l'actualité et qui fait des petits commentaires d'arrêt, enfin des petits commentaires de jurisprudence en lien avec l'actualité. Donc, beaucoup de cours européens des droits de l'homme, beaucoup de conseils constits. Et ça permet de voir l'actualité, d'avoir un commentaire dessus et d'avoir une idée de ce qu'il faut garder. Donc, c'est hyper important aussi pour l'oral parce que l'oral, tu fais un plan, et tout ça. Donc, c'est en amont, il faut s'intéresser à l'actualité et tout ça. Donc, pour revenir maintenant à ta question, les épreuves, franchement, c'était dur. Franchement, c'était difficile. Je ne vais pas faire genre et tout. C'était très difficile. On a commencé par la note de synthèse. Je suis sortie de là. Je me suis dit, c'est pas la peine, c'est fini. Parce que la note de synthèse, c'est le plus gros coefficient. Ah bon? Oui, c'est coefficient 3. Ouais. Enfin, le plus gros coefficient des écrits. Sinon, l'oral, c'est vraiment le plus gros des coefficients de toutes les épreuves. Donc, c'était coefficient 3. Et en fait, le sujet de la note de synthèse, c'était l'imprescriptibilité et les droits fondamentaux. Et en fait, tu avais des textes qui te parlaient soit de la prescription, soit des droits fondamentaux, mais jamais des deux ensemble. Donc, il fallait les relier, en fait. Voilà, à les relier dans un plan et à rédiger, quoi. Donc, franchement, quand je suis sortie de là, je dis, écoute, l'année prochaine, je vais repasser, c'est pas grave. Donc, franchement, j'étais perdue. Pareil pour les autres, en procédure, en spécialité. Bon, quand même en spécialité, en droit civil, on a eu quelques cas pratiques en droit de la famille. Donc, j'étais vraiment contente de tomber sur quelque chose que tu as déjà fait. Voilà, mais ça n'a pas été évident non plus. Donc, franchement, après la première semaine des écrits, je ne savais pas trop. Je savais pas trop. Je ne suis pas tombée dans une phase de dépression. Je n'ai pas fait... C'est vrai que c'est la mode en ce moment des dépressions. Non, je n'ai pas fait genre, je ne suis pas tombée en dépression. Mais je n'arrivais plus à rebondir. Parce que le truc, c'est que dès que tu finis les écrits, il faut rapidement te mettre dans l'ambiance de l'oral parce qu'une fois qu'il y a les résultats, 2 semaines après, tu peux passer à l'oral. Donc, il faut être prêt. Et moi, je n'arrivais pas parce que j'étais un peu découragée. Je me disais, vu ce que j'ai fait, ce que je pensais avoir fait, je n'allais pas l'avoir. Donc, j'ai mis du temps à me remettre à bosser, en fait. D'accord. Donc, comment tu as vécu, en fait, tes résultats de l'écrit, puisqu'il y a 2 résultats. Tu es admissible avant de faire, en fait, l'oral, le grand oral. Donc, comment tu as vécu ça? Où tu étais et dans quel état d'esprit tu étais, vu que tu nous disais tout à l'heure que tu pensais ne pas avoir le truc. Exactement. Alors, je dormais. On nous avait donné, je ne sais plus, on nous a dit à quelle heure ça devait sortir. Bon, je ne sais pas. En tout cas, moi, je dormais. Et quand je me suis réveillée le matin, sur mon téléphone, j'ai mes potes de fac qui ont commencé à écrire. Les résultats sont sortis, conversation Messenger. Les résultats sont sortis, ça me taguait MKTU, est-ce que tu as regardé et tout ça et tout ça. Donc, je me réveille en panique. Je dis, hey. Et il y avait d'autres qui étaient déjà en train de se féliciter parce que j'avais déjà vu. Donc, je dis, bon, respire. Ton ordinateur et puis regarde et tout. Donc je regarde et tout, je me suis connectée, etc. Et j'ai vu admissible. Donc voilà, j'étais contente. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Exactement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai appelé mes parents pour leur dire. En tout cas, ils étaient très contents pour moi. Et voilà, donc du coup, ça t'a permis de rebondir pour le grand oral. De suite, dès que j'ai vu les résultats, je suis allée me laver, j'ai pris mes affaires et dit, bon, allez, je m'en vais bosser. Ah là là, boule d'énergie là. Franchement, ça m'a donné une pêche de ouf. Je me suis dit, franchement, c'est le moment de se remettre au travail, quoi. Donc là, j'ai recommencé à bosser. Et en plus, je n'avais pas forcément vraiment avancé en liberté fondamentale. J'étais encore en train de ficher, alors que je passais à l'oral dans 3 semaines à peu près. D'accord. Donc, vite, j'ai dû tout finir, quoi.
et me mettre à apprendre vraiment. D'accord. Du coup, on sait qu'il y a eu les écrits, on sait que les écrits, c'est plus ou moins ce qu'on fait à la fac. Mais comment se présente le grand oral? Parce que nous, on entend bien grand oral, mais on ne sait pas, ça parle de quoi, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas et tout. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, nous résumer un peu comment ça se passe là-bas et comment tu as vécu pour toi jusqu'au résultat final du concours en fait. D'accord. En fait, le grand oral, donc c'est un oral de liberté fondamentale, mais c'est en même temps un oral de culture générale et de culture même, culture générale droit, mais culture générale aussi, vraiment en général quand on dit culture, j'ai là. Donc du coup, il faut les remettre ensemble en fait. Il faut les mettre ensemble parce que on peut par exemple te poser, cite-moi 5 femmes ministres de la justice sous la 5e République. Des questions comme ça. Qui est le bâtonnier de Toulouse? Quel est le nom du défenseur des droits? Donc avec mes potes avec qui je préparais, on avait une liste comme ça et à chaque fois on se posait des questions. Bon allez, cite-moi 5 présidents, 5 ministres de la justice, qui est tel ou tel truc, comment sont élus les magistrats. En fait, il faut revoir toutes les bases. Donc moi je bossais avec les petits manuels, que sais-je, ou je sais pas, en tout cas des petits trucs de première année quoi. Il fallait revoir tous les droits administratifs, pouvoir de police, pouvoir général, quels sont les pouvoirs du maire, etc. Revoir tout le droit constitutionnel, statut de la magistrature, quels sont les membres du Conseil constitutionnel, comment ils sont élus, sinon nommés. Enfin, franchement, il fallait revoir tout ça parce qu'on peut te poser des questions dessus. Mais c'est vrai que normalement, c'est censé être un oral de liberté fondamentale. Donc, il faut bosser toutes les libertés. Droit à la vie, droit à l'image, liberté d'expression. Voilà, liberté d'expression, liberté d'opinion, la laïcité, enfin, toutes ces thématiques-là, il faut les bosser. Et concrètement, comment ça se passe? Tu tires en tout cas, moi j'avais tiré un numéro, je sais pas dans d'autres IEJ comment c'est. Non, moi j'ai tiré un numéro et ton numéro correspond à un sujet. Donc je suis tombée sur un texte à Toulouse. Heureusement, ils ont fait le choix de donner que des textes, mais je sais que dans d'autres IEJ, on donne, ça peut être des dissertations, ça peut être des sujets type l'eau, type le sang, etc. Bon, nous à Toulouse, on a eu quand même la chance d'avoir des textes. Et moi, je préfère quand tu as un texte, au moins pour t'appuyer sur un support. Donc, avant ça, moi, je suis passée en fin de première semaine pour le grand oral. Et avant ça, le premier jour, je suis allée assister à des oraux pour voir un peu comment ça allait se passer. Mais il faut savoir qu'à l'IEJ, on fait des simulations d'oraux. Donc, j'étais déjà passée à l'oral. Bon, bref. Donc, je suis allée voir. Et en fait, la première fille que j'ai vue, elle est tombée sur un sujet de liberté de manifestation, je crois. Donc, c'était un peu gilet jaune. Etc. Gilet jaune. Et c'était le genre de sujet que je voulais, en fait. Je me dis, moi, soit je tombe sur un sujet style GPA, PMA, parce que ce sont des sujets que j'aime bien. D'actualité, en fait. Voilà. Ou soit je tombe sur liberté de réunion, de manifestation, parce que c'est ce que je voulais. L'actualité brûlante de la France. C'est ce que je me disais, en fait. Et donc, j'ai tiré mon sujet et bingo, je suis tombée sur... alors, ce n'était pas directement liberté de manifestation, mais c'était une liberté de réunion. En fait, il y avait une réunion bon, en gros, c'était ça, quoi. Donc, j'étais quand même contente parce que c'était en lien avec ce que je voulais tomber comme sujet. Du coup, j'ai pu faire mon plan sans trop de difficultés. Il faut savoir aussi qu'on a droit à des documents. Donc, on a droit au code civil, etc. Tous les codes que vous pouvez imaginer. Chacun peut venir avec sa valise. Et on a droit aussi à des recueils de textes qu'on appelle enfin, il y a l'Oberdorf et il y a un autre, je ne sais plus. Et dedans, tu as des recueils de tout ce qui est convention internationale. Donc, tu as la CEDH et tout ça dedans. Donc, ça peut aider aussi quand tu ne sais plus, est-ce que l'article 2, c'est droit à la vie ou c'est l'article 3, les tortures, etc. Voilà, tu peux te servir de ton bouquin et regarder. Et tout ça. Donc, c'est bien à savoir aussi qu'on n'est pas vraiment dénué de tout et débrouillé de tout, voilà, que ton cerveau etc. là. Donc, je me suis présentée. L'oral dure 15 minutes. 15 minutes de passage, ensuite à 30 minutes de questions. Donc, voilà, j'ai fait mon exposé et ensuite, on m'a posé des questions en rapport avec ce que je disais. J'ai eu quelques questions en dehors du sujet. Il me semble qu'on m'avait demandé... quelle était la date de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Il me semble que c'était ça. Voilà, il me semble que c'était ça que j'ai eu comme question. Annexe. En annexe, voilà, j'en ai pas eu. Ah oui, on m'a demandé aussi... alors, c'était une question par rapport au... Alors, je sais plus. Bon, bref, peu importe quoi. En tout cas, j'ai eu des questions un peu... rien à voir avec mon sujet, mais après, c'est vrai que... J'ai eu des questions vraiment en rapport avec mon sujet. Le jury est composé d'un prof, d'un magistrat et d'un avocat.
Et voilà. Et globalement, franchement, ça s'est bien passé. Relativement Mon oral s'est bien. bien passé. Ouais. Et du coup, le résultat, il était positif De, alors. de, Du de tout grand oral ça, et tout, oui. oui, l'épreuve que j'ai mieux réussi, c'était le grand oral. Honnêtement, c'est D'accord. l'épreuve que j'avais le mieux réussi. Et sinon, en général, oui. D'ailleurs, tu étais là, Ah, juste de la j'étais là, proclamation. juste la proclamation, le Oui, premier nom qu'ils avaient cité. Donc j'étais là, j'ai vu. parce que c'était par ordre alphabétique aussi. Ouais. Donc voilà, voilà, tu as eu le concours d'avocat. Nous, on sait pas, nous, on se dit qu'une fois que tu as eu le concours, ça voudrait dire que tu es avocat. Donc, quelle est la journée type d'un élève avocat? Est-ce que tu es avocat déjà ou bien tu es encore, en fait, tu dois aller à l'école des avocats pour apprendre et tout ça. D'accord. C'est vrai que dans certains pays, une fois que tu as certains pays qui passent directement le CAPA, notamment en Côte d'Ivoire, Oui. tu passes directement le CAPA et ensuite tu sors avocat ou je crois avocat stagiaire au Oui. moins d'un premier temps. Mais en France, donc tu passes le CRFPA, la D'accord. première épreuve, et tu rentres en école d'avocat. Donc pendant 6 mois, tu es élève. Et en fait, bon, on n'a pas vraiment des cours, on a plutôt comment dire, c'est beaucoup plus pratique en fait. Déjà, il n'y a pas de prof à l'école, c'est que des avocats D'accord. ou des magistrats. Donc, on a vraiment des retours pratiques sur le quotidien vraiment d'un avocat ou les difficultés, quoi. Donc, on a des cours faits vraiment pour ça. On aura des simulations de procès, préparation de plaidoirie, ce genre de choses-là et tout. Donc, voilà à peu près. Et ensuite, à peu près pendant 1 an, on est en stage. D'accord. Donc, une première période de 6 mois où c'est le PPI, donc c'est ton projet professionnel. Et tu choisis ce que tu veux faire. Tu peux aller en association, tu peux aller à l'étranger, tu peux travailler en entreprise. C'est vraiment libre en fait. Tu choisis où tu veux faire ton stage. D'accord. Et le dernier stage, c'est obligatoirement un stage en cabinet d'avocat pour le coup. Et ensuite, il y a l'épreuve du CAPA à la fin. Et si c'est bon, ben, la prestation de serment et puis voilà quoi. Voilà. Je précise aussi que vu on s'adresse potentiellement à des Ivoiriens, etc. Donc, je suis la preuve qu'il ne faut pas être français pour passer l'examen. Ouais. Mais quand même, et qu'on n'a pas besoin d'être français pour être avocat en France, mais quand même, pour préciser que toutes les nationalités ne peuvent pas exercer en France. Et c'est notamment le cas des Ivoiriens. Tout simplement parce qu'on n'a pas d'accord, il n'y a pas de réciprocité. C'est-à-dire qu'un étranger peut être avocat en France s'il permet dans son pays à un Français d'être avocat. Donc, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Pourtant, d'autres nationalités, me semble les Gabonais ou les Camerounais, voilà, n'ont pas besoin d'être... Enfin, comme ils sont dans ce système de réciprocité, ils peuvent être avocats en France. Mais ça n'empêche pas de passer l'examen, ça n'empêche pas de décrocher son CAPA en France, etc. Mais voilà. c'est ce qu'on peut exercer en France. Quand je dis exercer, pas exercer en tant qu'avocat titulaire, mais on peut exercer en fait en cabinet d'avocat en tant qu'associé. Bien sûr. En tant qu'associé, ça va être quand même difficile d'avoir un associé qui ne peut pas aller au tribunal. Oui. Mais pourquoi pas, je ne sais pas. Mais sinon, tu peux travailler en cabinet, bien sûr. D'accord. Il y a des postes de juriste. Tu vas faire tout le travail d'un avocat, sauf que c'est un autre avocat qui va aller plaider à ta place. Donc, tu peux préparer vraiment le dossier de A à Z. Oui. Et puis, un avocat va aller plaider à ta place, quoi. Donc, c'est totalement possible, quoi. D'accord. Vous avez vu le parcours de Marika pour nous dire que tout est possible à celui qui croit. Franchement, moi, j'ai été bien édifié par son témoignage. Ça me donne la force de dire que c'est pas encore fini et qu'on peut passer le concours d'avocat. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. En tout cas, abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous Ça promet. pour qu'on puisse avoir la motivation nécessaire de faire des vidéos. Aujourd'hui, ça a été Marika. Demain, ça peut être le président de la République de la France. Ne sait-on jamais. Tout comme ça peut être Myriam. Tout comme ça peut être une autre personnalité de ce pays qui est là Pour nous parler de féminisme. Ah bah oui, le féminisme. Restez connectés à la page, partagez, abonnez-vous et que Dieu vous garde. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.